Donc, commençons. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre, juste prendre la parole directement. Le Word ne sera pas rendu disponible, donc je vais vous laisser du temps des fois à prendre en note l'exercice, laisser le temps de réfléchir aussi à une démarche avant qu'on la fasse ensemble. Sinon, je vous invite aussi là, à prendre des photos pour des exercices. OK, donc commençons avec l'exercice thème 7. OK, donc on a une entreprise canadienne qui emprunte 2 milliards USD à 2 dans les marchés mondiaux, juste avant la pandémie. Et durant cette période, le taux là, de change CAD-USD est de 0,74. Et on veut savoir quel est le montant de cette dette exprimée en canadien. C'est ça a rapport avec la matière, là, la première matière que vous avez vue durant le thème 7. Donc, la bonne démarche, mais d'abord, je vous laisse un instant réfléchir. OK, donc allons-y. On s'intéresse à la dette en CAD, hein, cette fois-ci, qui va donc être égale à E, qui est de 0,74. C'est une information qui est fournie dans les énoncés. Et fois le prix. On nous informe que c'est 2 milliards USD, donc fois 2. Ce qui va donner 1,48 milliards de dollars de Canadiens. Donc ça, c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Je poursuis donc avec le B. Cette fois-ci, on est durant la pandémie, donc le 30 mai 2021, le taux de change va passer à 0,83. Et on nous demande donc la même question. Combien la dette vaut-elle dans ce cas? Donc, avec la même démarche, hein, si on fait le fois, on prend le E, donc 0,83 fois la dette, donc fois 2. Cette fois-ci, on va obtenir 1,66 milliards de dollars canadiens. Donc, si on vous demande la croissance, hein, la même dette, quand le E augmente, finalement, ça cause une augmentation de combien de pourcentage? Ben, avec un taux de croissance, on peut trouver que c'est de 12 %. Ça va? Maureen, est-ce que tu avais une question? Ouais, le 2% dans les marchés mondiaux, on en fait quoi? Ah, rien. C'est une information inutile. Ok, merci. OK, de rien. Donc, continuons avec le numéro 2. Cette fois-ci, ben, on a deux firmes identiques, deux firmes complètement identiques, mais la seule exception, c'est qu'il y en a une qui évolue dans le marché américain et l'autre canadien. La firme canadienne, elle, pour un tournage, hein, le même tournage, l'équivalent du tournage canadien, son coût, c'est de 5 millions de dollars USD. Et la firme canadienne, pour le même tournage, 4 millions. On vous donne quoi comme information? Que le taux de change E, c'est 1,25 canadien pour 1 USD. Et dans un premier temps, ben, on vous demande comment le secteur canadien est avantagé versus son concurrent. Donc, je vous laisse un instant réfléchir. Pour répondre à votre question, Manon, c'est la croissance, hein. On passe d'une dette qui valait 1,48 milliard période T0 et 1,66 en période T1. Donc, j'ai seulement calculé la croissance là, entre ces deux montants-là. Mais je veux dire qu'il n'y a pas on ne doit pas faire un divisé par le nombre d'années. Ben, c'est équivalent. Les deux, ça donnerait la même réponse. Ah, ok. Ok, merci.
Donc, comment est-ce que le secteur canadien est avantagé versus son concurrent? Ben, le coût aux États-Unis. Quand on l'exprime en canadien, sachant que le E, c'est égal à 1,25. Donc, 1,25 fois le 5 est égal à 6,25. Et le coût au Canada, c'est de 4 millions, c'est précisé dans l'énoncé. Donc, le coût au Canada est inférieur à celui que doit payer la firme américaine pour le même tournage. Donc, ensuite, on s'intéresse, selon la PPA, est-ce que le Canadien est surévalué ou sous-évalué? Et on veut savoir de combien. Donc, remarquez, quand on vous parle de PPA, dans pas mal tous les exercices, c'est pas mal tout le temps la même démarche. Donc, si je reprends la formule là, du grand E, vous savez que c'est égal à petit p, petit e fois p star divisé par p, qui est égal à 1,25 dans ce cas-ci, fois p star, qui est de 5, divisé par p, qui est de 4. J'ai substitué les valeurs de l'énoncé dans la formule du grand E pour trouver finalement une valeur du grand E qui vaut 1,56, qui est supérieur à 1. Donc, cette information-là nous permet de savoir est-ce qu'il est sous-évalué ou surévalué. Et donc, le CAD est sous-évalué. Toujours selon la PPA. Maintenant, si on veut savoir de combien, donc ce qui a été vu en classe, on reprend cette formule-là ici, du grand E. Et avec la PPA, on veut que ce soit égal à 1. Donc, cette équation-là peut être reformulée comme ça. Donc, on va écrire E qui est égal à P divisé par P star. Et en substituant donc les valeurs des P de P star, on a 4 divisé par 5, qui est égal à 0,8. Donc, comment interpréter ce 0,8? C'est la valeur de E qu'il nous faut pour obtenir grand E qui est égal à E, à 1, pardon. Si ça avait été sous-évalué, on aurait obtenu donc une valeur ici qui serait inférieure à 1. Dans ce cas-ci, c'est supérieur à 1, donc c'est sous-évalué. Et donc, la prochaine étape, toujours pour répondre à de combien c'est sous-évalué, on reprend le 0,8, on va soustraire 1,25, qui est égal, on va aussi diviser par 1,25 pour avoir le taux de croissance. Qui va donner moins 36 %. Comment interpréter ce 36 %-là? C'est que le CAD est sous-évalué de 36 %. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour le numéro 2?
Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut dire ici que le petit e, c'est déprécié? Selon la PPA, est-ce qu'il s'est déprécié? Ben, il ne change pas, hein. On veut juste savoir est-ce qu'il est sous-évalué ou surévalué. Donc, il n'y a pas une variation de E qui Oui, nous permettrait de dire. oui, c'est vrai, parce qu'on a calculé grand E. Ok, ok, merci. Mhm. OK, donc je continue avec le numéro 3. Donc, cette fois-ci, on a une IPC au Canada qui passe de 95 en 2000 à 160 en 2023. Pour l'Australie, hein, pour les mêmes périodes, il s'est passé de 90 à 155. On vous demande que suggère la PPA relative quant à l'évolution de la valeur de la devise. Et on vous précise également là, que le OD est passé de 0,9 OD pour un Canadien à 1,11 OD pour un Canadien sur la période là, donc de 2000 à 2023. Donc, la PPA, la formule de la PPA, on l'a vu au numéro précédent, E est égal à P divisé par P star. Et donc, avec les formules d'approximation, on peut réécrire cette équation là, comme étant G de E, qui est égal à G de P, moins G de P star. Donc, ensuite, on va s'intéresser au calcul de l'inflation annuelle moyenne sur la période de 2000 à 2023 pour les deux économies. Donc, si on veut trouver le G de E, il faut trouver les valeurs de GP et donc de GP star ici. Donc, si je commence avec le Canada, donc on précise, on était à 95, on passe ensuite à 160 en 2023. Donc, si on veut calculer le taux de croissance moyen, c'est 160 divisé par 95, exposant à 1 divisé par n, hein, qui est la formule. Dans ce cas-ci, on a donc 23 périodes. Ce qui donne 0,0229. On procède au même calcul, même démarche pour l'Australie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit comme données? On était à 90 et on passe en 2023 à 155. Donc, le taux de croissance annuel moyen va donner cette fois-ci 0,0239. Je crois que c'est 90 et pas 95 pour l'Australie. Ouais, c'est 90. Bien vu, merci beaucoup. Merci. En fait, je vais le remplacer ici par 95. Ça va m'éviter de recalculer la valeur. Et donc ça, hein, je vous rappelle que c'était le GP. Ça, GP star, on veut voir l'évolution des prix en moyenne par année. Et maintenant, si on écrit donc le GE qui est égal à 2,29 moins 2,39 on va obtenir donc moins 0,1 Comment interpréter hein, ce nombre? C'est que le Canadien aurait dû s'apprécier de 0,1 par année face au OD sur la période. Donc, je vais l'écrire à l'écran. Le CAD aurait dû s'apprécier de 0,1
par année face au HUD sur la période. Esther, est-ce que vous avez une question? Oui, c'est s'apprécier parce que c'est un moins. Et si ça avait été un plus, ça aurait été une dépréciation. Oui, tout à fait. D'accord, merci. OK, donc je continue avec le numéro 4. Donc, on nous demande d'utiliser le cadre graphique de la PTI pour représenter ce qui se passe à court terme, ensuite à long terme, après une forte baisse d'offres de monnaie qui a un impact sur les anticipations. Donc, un numéro similaire à ce qui a été fait en devoir. Dans le devoir, les exercices en devoir, c'était une hausse de la demande de monnaie, de l'offre de monnaie. Cette fois-ci, c'est une forte baisse de money supply. Le graphique de la PTI. L'axe des Y, c'est E, des X, R. Donc, on a un taux I de départ qui est vertical. Donc, la première étape, hein, c'est une baisse de l'offre de monnaie. Comment va se répercuter la baisse de money supply sur ce graphique? Ce sera une hausse de I. Manon, est-ce que vous avez une question? Oui, c'est la droite, pas verticale, mais comment dire, je trouve plus le mot, mais celle qui est en biais. C'est bien I étoile. Et celle qui est vraiment verticale, c'est le I, par exemple, le I Canada. La droite ici, Et oui. c'est soit R ou soit E. Est-ce que j'ai un petit blanc là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait préciser si c'est E ou R? Merci pour votre question. Non, je veux dire, est-ce que c'est I étoile plus EA moins E sur E? Ce serait le roman, c'est ça. Ok, ok, merci. Mais Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confirmer? c'est R. R? Ah, OK, merci beaucoup. Pardon, là, j'ai un petit Ouais. blanc pour l'identification de cet axe-là, donc R majuscule. Ah, c'est bien I étoile plus E de A moins E sur E. C'est l'axe. Oui, c'est ça. Puis l'axe Oui. qui est tout seul, c'est celui de domestique. Super, merci à tous. Donc, la première offre, la première impact, ça, c'est une baisse de money supply qui va causer l'augmentation de I. Hein. Fait qu'on peut déjà déplacer le I à droite. D'abord, est-ce que c'est clair pour tout le monde pourquoi la baisse de money supply, là, de l'offre de monnaie, va causer l'augmentation de I? OK, donc je continue. Ensuite, quel va être l'impact de l'augmentation de I? L'augmentation de I va causer... J'ai mis I sur l'axe des Y, pardon, c'est I. L'augmentation de I, c'est E, pardon. E de départ. Donc, l'augmentation de I va causer une appréciation de la devise. Et on sait qu'une appréciation de la devise, hein, c'est une diminution de E. Une façon assez simple de se la représenter, ben, c'est si le I augmente, les rendements pour les étrangers, c'est plus intéressant. Donc, ils vont investir au Canada, qui va donc créer de la demande de monnaie et créer une dépréciation. Une appréciation, donc une diminution de E.
Le prochain impact à illustrer, le numéro 3, c'est que les gens vont avoir une baisse de leurs anticipations E. Hein. Si E a diminué dans l'étape numéro 2, mais cette fois-ci, les anticipations de E vont baisser. Donc, on peut faire le déplacement de la courbe en négative, là, en inclinaison. Et comme on demande ensuite, à long terme, hein, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir une diminution graduelle des I parce que les prix vont diminuer. Donc, le déplacement qu'on vient de faire ensemble hein, va faire une baisse de la demande de monnaie. Et tranquillement, bien, on va se retrouver au taux initial. Ça va pour tous? N'hésitez Pourquoi il y a pas une à... baisse de la demande de monnaie? Pardonnez-moi? Pourquoi il y a une baisse de la demande de monnaie? Ben, c'est le choc dans la question qui est précisé. On vous dit qu'il y a une baisse de l'offre de monnaie, donc c'est le scénario de départ. C'est dans les- Ouais. Ah, Juste question, enfin, je comprends qu'à court terme, c'est le taux de change nominal qui baisse, donc que la droite, parce que la droite, elle a bougé, mais après, à long terme, je ne comprends pas pourquoi la courbe de rendement à l'étranger, on l'a bougé. OK. Ouais, c'est ça. À moyen terme, hein, c'est les anticipations de E qui vont changer. Donc, à l'étape 2, on a discuté qu'il y a une diminution de E. Fait que les gens vont s'attendre à ce que E diminue. Ouais, ça fait du sens, mais OK. Mais ensuite, le rendement est en fonction de deux choses. Hein. Une de vos collègues a mentionné, c'est le I, donc le taux de rendement, et le taux de change aussi là, qui va varier dans ce cas-ci. Est-ce que ça répond à votre question? C'est clair? non, mais non, peut-être que je comprends juste pas. Ben, en fait, évidemment, je comprends pas, mais non. Fait que les gens ont une baisse de taux de change anticipé. Exact, c'est ça. Fait que vu que le taux de change nominal a baissé, ça veut dire que obligatoirement le taux de change anticipé aussi. Oui, exact. Ah, OK, ça marche. Et dans le thème 7, c'est bien précisé là, par rapport au rendement, qui est égal la fonction, la formule par cœur, je ne m'en souviens pas, là, mais il y a deux variables à prendre en compte, qui est le I, et il va y avoir aussi le E. Donc, à long terme, les anticipations de E qui sont à la baisse vont causer donc que le taux va se rapprocher là, du taux qui était initialement. OK, parfait, merci. Mais ce n'est pas 100% clair, on peut en reparler aussi à la fin de la séance. Pas de problème. Non, ça va, mais sinon, c'est bon, je garde ça en tête, merci. OK, super. J'ai reçu aussi des questions en chat. Laissez-moi juste regarder. OK, hashtag numéro 3, c'est les gens ont une baisse de EA, hein, qui est les anticipations de E. L'étape finale, on me demande aussi, est-ce que vous pouvez répéter l'étape finale? Je pense que je l'ai répété là, avec la question précédente, mais est-ce que c'était clair pour vous? Je n'arrive pas à voir qui m'avait posé la question. OK, donc je continue. Numéro 5, hein, donc toujours des questions en lien avec le thème numéro 7. Cette fois-ci, on vous donne une table avec des exportations, etc. Donc des comptes du CC, hein, finalement.
Et on vous demande quel est le montant pour l'acquisition d'actifs domestiques par les étrangers. Donc, on s'intéresse à cette variable-là qui n'est pas donnée. Mais avec les informations qui sont fournies dans la table, on est capable de le déduire. Donc, la balance de paiement, sans tenir compte là, de la variable X qu'on recherche, ça va être égal à 100. Donc, les exportations, la balance de paiement, c'est les importations nettes. Donc là, dans ce cas-ci, si on fait 100 moins 90, on obtient les exportations nettes. Ensuite, ça contient également donc, le 15 du revenu net d'actifs plus les transferts nets. Et on soustrait les actifs étrangers détenus par les résidents. OK. Oh, pardon, est égal à... C'est égal à 10. Donc, on sait que la balance de paiement, hein, c'est égal à 0. Et donc, si j'isole la variable de x qu'on recherche ici, on trouve que le x est égal à 10. Donc, l'acquisition d'actifs domestiques par les étrangers est de 10. Ensuite, en B, on vous demande quel est le solde du compte courant. Donc, le CC, la formule, c'est égal aux exportations nettes, moins les importations nettes, comme on a discuté avant, plus les revenus nets d'actifs, plus les transferts nets. Et donc, si on reprend les valeurs de la table, on va avoir 100 moins 90, donc exportation moins les importations, plus 15. Non, cette fois, on n'a pas les transferts nets, on n'a pas la valeur, c'est égal à 0. Et donc, on obtient un CC qui est égal à 25. J'aurais une question. Oui, bien sûr. Quand vous dites, non, c'est juste en haut dans le tableau, mettons si la variation des réserves, on avait eu 5 ou peu importe, comme... Attends, ma question c'est, est-ce que comme c'est exportation moins importation plus revenu d'actifs égale actifs étrangers plus actifs domestiques ou genre actifs étrangers c'est OK, je comprends la question. Dans le fond, négatif? Genre c'est quoi la formule pour que ça soit égal de chaque bord? oui, OK, ouais, pas de trouble, je comprends. La balance de paiement, vous savez que c'est égal à tout le temps 0. Ouais. C'est un CC positif, le CCF est négatif. On aurait pu écrire ça comme ça. Ah, OK, parfait. Et en faisant le plus de l'autre côté, hein, c'est comme ça qu'on obtenait le 10, OK. qui est le Merci. 100 moins 90 plus 15 moins 15. Merci. OK, de rien. Donc, je poursuis avec le C. On nous demande donc le solde du compte capital financier. Donc, le CC, on a discuté juste avant, donc le CC en plus CCF, qui est la balance de paiement, est égal à 0. On a un CC qui est de 25. Il nous faut un CCF qui nous permet d'avoir la balance de paiement de 0, donc ça va être moins 25. Véronique, vous avez une question? Ouais, ben dans le fond, si je peux revenir au A, là, mais la réponse, c'est 10, c'est 0. C'est 10? C'est 10, c'est 10. OK, ça marche, merci. Dans le fond, pour revenir là, à la question A, c'est encore des questionnements. C'est que j'ai dit la balance de paiement est égale à 0. On sait que c'est tout le temps égal à 0. Et on veut trouver la valeur de la variable X. Donc, je peux réécrire la fonction qui est en ce moment là, qui est écrite. Je pourrais la réécrire 100 moins 90, plus 15 moins 15, ça s'annule, est égal à X. Donc, 10 qui est égal à X.
Donc, le CCF qui est égal à moins 25. On veut une balance de paiement qui est égale à 0. Le CC est de 25, donc il faut que le CCF soit de moins 25. Ensuite, on veut savoir, bon, est-ce que c'est un prêteur de fonds nets ou un importateur de fonds nets, hein, comme ce que vous aviez vu avant l'intra. On veut savoir est-ce qu'il exporte ou il importe des fonds. Et la façon de savoir, hein, c'est le graphique des fonds prêtables. Je le mentionnais avant l'intra. Et pour savoir si c'est en situation d'exportation de fonds ou importation, bien, il y a deux façons de le regarder. La première, on regarde les exportations moins les importations. Dans ce cas-ci, hein, c'est les exportations nettes qui est supérieure à 0. Et l'autre façon de le regarder, bien, si le CC est supérieur au CCF, il est en situation d'exportation de fonds aussi. Je n'identifierai pas tous les axes, là, mais c'est donc en exportation nette de fonds. OK. Il y a quelques questions ensuite qui sont en anglais, mais je vais les reformuler de manière plus simple. Aussi, une précision là, pour l'examen. Ce n'est pas un examen ou un cours qui cherche à jouer sur les mots ou à faire des surprises. L'ancien cours était formulé un peu comme ça. Pour distinguer les notes, il y avait des pièges un peu, là, mais c'est assez clair les questions que vous allez avoir à l'examen. Donc, c'est un exemple qui était peut-être plus basé sur l'ancien cours, donc qui piégeait un peu. Donc, hier, j'ai eu pas mal de questions sur l'interprétation de la question. Donc, on va y aller lentement pour celle-ci. Sarah, vous avez une question? Oui, est-ce que c'est possible de montrer la question D? C'est bon. Parfait, OK. merci. OK. Donc, qu'est-ce qui est précisé ici dans la question numéro 1? On est dans 2009, pardon, donc durant la récession. Et ce qu'on nous donne comme information, c'est que la Banque centrale décide de garder son taux d'intérêt à 0,25. Et ce qu'on veut savoir, dans une formulation plus simple de ce qui est écrit ici, ce serait montrer pourquoi elle garde son taux bas. Et en utilisant le graphique là, ADAS, qui est aussi un des graphiques que vous aviez vu avant l'intra. Je crois que j'ai jamais vu le graphique ADAS personnellement. Quand on va identifier les axes, je vais commencer par écrire le graphique. Je pense que ça va vous rappeler c'est quoi. Est-ce que tu peux juste revenir 2 secondes sur la question? Merci. Oui, pas trop. C'est bon, merci. OK, de rien. Donc, ADAS, c'est la demande et l'OACT. Donc, vous vous souvenez, il y avait le OALT qui était vertical. Et là, on précise hein, qu'on est en 2009, on est en récession, donc l'emploi est sous son niveau, de base. Là. Donc, OACT, demande agrégée. Donc, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, ces graphiques-là? Oui. OK, Ouais, super. super. OK, parfait. Donc, la question, je vous rappelle, hein, c'est on s'intéresse pourquoi on n'a pas augmenté les coûts, le taux d'intérêt plutôt.
Et bon, ben, on va s'intéresser à l'effet d'une augmentation de I dans un premier temps. Donc, une hausse de I. On a discuté dans le graphique là, de la question 4, une hausse de I, qu'est-ce que ça fait? C'est une appréciation de la devise. Donc, appréciation de la devise ou de la monnaie, hein, même chose. Ce qui va faire baisser les exportations nettes. Ça coûte plus cher hein, pour les étrangers d'acheter de la marchandise du Canada. Donc, une diminution aussi là, de la demande agrégée. Et donc, finalement, une diminution des Y et une diminution des prix également. Donc, en disant que la Banque centrale elle garde ses taux bas, hein, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va manipuler les croyances des acteurs économiques hein, qui vont s'attendre finalement à peu d'inflation. Donc, je réponds ici à la question B. C'est qu'est-ce qui arriverait sans intervention? Oui, Manon, vous avez une question? Oui, je crois que je me mélange un peu. Au niveau de la demande agrégée, c'est la demande que par rapport à combien on veut d'argent canadien, c'est ça? Ou c'est l'autre graphique avec MS et MD? Non, la demande agrégée, dans ce cas-ci, c'est la demande là, sur le marché. Ça n'a pas rapport avec la devise. C'est vraiment la demande de biens, de consommation, etc. OK, merci. OK. Et donc, si on fait rien, hein, le fait de garder les taux bas, ce que ça fait, c'est que ça joue sur, à moyen terme, là, ça joue sur les anticipations de l'inflation. On a discuté d'une diminution de P. Et donc, les gens vont s'attendre à peu d'inflation. Hein. Finalement, P va rester faible. S'il n'y a pas d'inflation aussi, un autre effet qu'on pourrait observer, c'est une baisse des salaires anticipés. Souvent, les salaires sont négociés là, au taux de l'inflation. Et ce qu'on va observer, finalement, à moyen et long terme, donc une augmentation de l'OACT. Donc, ce qui est cohérent là, avec ce qu'on observe comme effet, donc une diminution des P. Oui, Esther, vous avez une question? Oui, parce que je me disais que si... Ah, ok, d'accord, non, en fait, oui, non, je me suis trompée, pardon. OK, parfait. OK, donc, est-ce que je peux continuer? Ça va pour ce numéro-là? Oui. Donc, ensuite, on vous demande, on est en récession, toujours en 2009, et on veut savoir quelle serait la politique monétaire qui est la plus adéquate là, par la Banque centrale pour relancer l'économie. Donc, la réponse, c'est une politique monétaire expansionniste quand on veut relancer l'économie. Donc, j'identifie dans un premier temps l'offre de monnaie. Et donc, si ensuite on augmente l'offre de monnaie pour relancer l'économie,
quand on augmente l'offre de monnaie, ensuite, MD, donc la demande de monnaie, va se déplacer à gauche. Donc, si on imprime de l'argent, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Donc, durant le COVID, la Banque centrale a imprimé beaucoup d'argent. Et là, on observe de l'inflation. Donc, les prix augmentent, ce qui crée donc de la demande de monnaie supplémentaire. Le I ne change pas. OK, donc je vais poursuivre. Et ensuite, donc, on nous propose des chocs sur l'économie. Puis, on voudrait savoir, la Banque centrale, c'est qu'est-ce qu'elle devrait faire pour stabiliser la production. Donc, une politique expansionniste ou restrictive. Le premier choc qu'on a, c'est qu'il y a une augmentation de l'optimisme qui stimule les investissements du secteur de la consommation et des households. Donc, ici, si on veut stabiliser la production, ce qu'il faut faire, c'est une politique restrictive, donc réduire la quantité de monnaie. En B, maintenant, l'OPEC augmente ses prix du pétrole. Le pétrole, c'est une augmentation des prix des intrants pour les compagnies. Donc, si on veut stabiliser la production, bien, on va imprimer de l'argent. Politique expansionniste. En C, les Américains vont diminuer leur consommation de bûches, de bois canadien. Donc, si on veut stabiliser l'économie, on imprime de l'argent pour la relancer. Excuse-moi. Oui. Est-ce que tant qu'on est sur ça, tu peux rappeler plus précisément qu'est-ce qu'on fait dans une politique monétaire restrictive et qu'est-ce qu'on fait concrètement dans une politique monétaire expansionniste? OK. Donc, commençons avec la restrictive. La restrictive, tu vas l'utiliser comme en ce moment, il y a de l'inflation, donc on veut ralentir l'économie pour qu'elle retrouve son niveau potentiel. Et pour le faire, bien, on réduit l'argent qui est en circulation dans l'économie. Donc, ils vont acheter plutôt vendre des actifs. Et l'effet, ça va être une diminution de l'argent. Donc, la Banque centrale, elle détient je donne un actif, c'est pas pertinent, mettons une maison, elle détient une maison. Et la personne donc, qui achète la maison, l'argent va aller à la Banque centrale, donc il y a moins d'argent finalement dans l'économie. D'accord. Et pour l'expansionniste, le cas contraire, c'est plutôt qu'elle va acheter la maison, donc mettre davantage d'argent dans l'économie. D'accord. Merci. Est-ce que jouer avec le taux directeur, c'est directement relié aussi? Mais c'est comme ça qu'elle joue avec le taux directeur. OK, parfait. Fait que ça l'affecte le taux directeur, puis ensuite, ça fait les... Oui, exactement. Ben, c'est comme qu'on a vu, si je retourne au graphique, là, je pense que c'était le numéro 4. On voit avec une baisse de MS provoquer une augmentation de I. Ben, c'est exactement comme ça qu'elle va changer le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, le taux directeur, elle ne fait pas juste dire tout d'un coup, je le mets à 3 %. Il y a une façon d'y arriver, et c'est d'imprimer de l'argent ou de réduire la quantité d'argent qu'il y a dans l'économie. Merci. Et en politique monétaire restrictive, on augmente le taux directeur et en expansionniste, on le baisse. Exact, c'est ça. Ben, un taux plus bas, avant le COVID ou pendant le COVID, là, juste au début, quand les taux étaient pratiquement de zéro, le monde se sont mis à acheter plein de maisons. C'est moins cher de dépenser ou emprunter de l'argent, donc la consommation explose. Et là, en ce moment, on assiste au cas contraire. On veut ralentir l'économie parce qu'elle est au-dessus de son niveau potentiel puis il y a de l'inflation qui en résulte. Donc, en augmentant I, plus grand monde qui achète des maisons en ce moment. D'accord, merci beaucoup.
Ensuite, donc l'exercice 3, c'est des vrais ou faux. Et on nous demande là la question A, est-ce que la Banque centrale ben, peut décider le taux d'échange, donc la valeur de la monnaie, et le taux d'intérêt? La réponse, c'est non. C'est un ou l'autre. Je vais juste retourner au numéro 1C. On me demande le graphique. Est-ce que c'était le 1C? Il me semble qu'il n'y avait pas de graphique dans le 1C. Êtes-vous certaine que c'était le numéro 1C pour le graphique? OK, c'est un exercice en devoir. On regardera ça à la fin de la séance. On achève dans quelques minutes, donc on pourra prendre le temps de le regarder ensemble. OK, le deuxième choc, donc il y a une économie étrangère qui a un choc et on veut savoir est-ce qu'il va y avoir un impact, est-ce qu'il va y avoir pas d'impact, pardon, sur l'économie canadienne, étant donné qu'elle a un régime flottant. Hein, donc, d'avoir un régime flottant, ça va réduire l'impact du choc que l'économie étrangère a subi. Hein. Si on prend le cas de la Chine, elle a un choc quelconque. Donc, une diminution de la demande de bûches canadienne. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer moins de demande pour le dollar canadien qui va se déprécier. Et donc, ce rôle... Oui? Pour la Chine, est-ce que c'est flottant ou fixe? Pour la Chine, c'est fixe, mais là, je prenais le cas plutôt du Canada que c'est la Chine qui connaît le choc pour la question B. Hein. Donc, Foreign Economic Shock, qui n'a pas d'impact sur l'économie canadienne. On veut savoir, finalement, c'est ça la réponse, c'est que le régime flottant, comme qu'il y a au Canada, hein, s'il y a un choc dans une économie étrangère, mais ça ne va pas avoir une réduction. Qu'est-ce qu'ils disent dans l'énoncé? C'est une réduction des external shocks, donc c'est fait des chocs externes. Mais plutôt, ça va avoir des répercussions sur la valeur ou la demande du dollar canadien, donc sur sa valeur, qui va se balancer. Donc, ça a l'impact de diminuer l'effet du choc sur l'économie étrangère. Oui, Véronique? Dans le fond, la réponse pour le A et B, c'est quoi, là? Parce que, OK. Fait que le A, c'est faux. Et pour le B, c'est faux aussi. Je vous rappelle, c'est un petit peu tricky là, quand la question dit « has no impact ». Merci. Et pour le C, à court terme, l'effet de la production sur la production d'une augmentation de l'offre de monnaie va être plus important dans un régime fixe versus un régime flottant. Et c'est faux. Il va y avoir un impact, peu importe le régime choisi. Donc, je vais poursuivre avec une question du thème 9, qui est aussi la dernière question de la séance. Pour le thème 9, donc on fait seulement 2 exercices, là, mais je vous encourage vraiment fortement à faire ceux que vous aviez en devoir. Surtout les 2 derniers numéros qui sont un peu plus durs, plus costauds. Là. Donc, si vous êtes capable de faire ces exercices-là, je crois que vous allez avoir une meilleure compréhension pour les questions d'examen. OK, donc on a une économie à taux de pression fiscale de 40 %. La pression fiscale, je vous rappelle, c'est comme un peu le rôle du ménage, là, ou plutôt son poids dans le PIB de son pays. Et là, on précise si toute la taxation est sur la consommation et que la consommation représente 70 % du PIB. On veut savoir quel est le taux de taxation moyen de la consommation.
Donc, d'abord, on nous précise le taux de pression fiscale, c'est de 40 du PIB. Du PIB. Et on nous précise que la consommation, ça représente 70 du PIB. Puis je répète aussi, là, si toute la taxation est sur la consommation. Et donc, maintenant, on peut trouver en faisant 0,4 divisé par 0,7. C'est égal à 57 0,57, qui est 57 de la consommation. Et je préfère aussi, là, si vous le présentez comme ça, donc 0,4 est égal à 0,7 fois 0,57 qui donne, je vais juste m'assurer que ça donne bien 0,4. Oui, parfait. Donc le 0,7, qu'est-ce qu'il représente? C'est la consommation. Hein? Le poids de la consommation fois le taux de taxation moyen de 0,57 qui donne le taux de pression fiscale de 0,4. Je poursuis avec le numéro 2. Donc, on a une économie qui avait un PIB là, de 990 en 2005 et là, il passe à 2350 en 2023. La dette gouvernementale, elle, pour la même période, elle passe de 380 à 2350 en 2025. Et on nous précise également que le taux d'intérêt était de 3,5 en 2005 et là, il est de 1 en 2025. On veut savoir quelle était la dette en pourcentage du PIB et le service de la dette, toujours en pourcentage du PIB pour les deux périodes. Donc, si on calcule le ratio dette-PIB en 2005, ratio dette sur PIB, qui va donner 400, divisé par 990. Hein. J'ai pris les chiffres qui étaient fournis dans l'énoncé. Donc, la dette en 2005 est de 400. Et son PIB était de 990, qui est égal donc à 40 En 2025, même formule, hein, mais je plug les valeurs donc, pour 2025. Et on va avoir 2350 divisé par 2350, qui est égal à 100 Maintenant, on veut savoir le ratio du service de la dette, hein, combien on a remboursé en 2005 et en 2025. Donc, on nous disait qu'en 2005, la dette, c'était de 400. Et on a payé un taux d'intérêt de 3,5 et on veut le ratio sur le PIB. Le PIB était de 990, ce qui va donner donc 1,41
Même calcul pour 2025. Donc, cette fois-ci, le taux est de 1 %. La dette, elle, était de 2350. On divise par le PIB. Ce qui donne 1 %. Ce qui conclut donc la séance d'aujourd'hui. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Oui, Manon? Oui, je ne comprends pas juste ce que vous avez écrit. À côté de PIB, je lis RD et après je lis SPET, c'est ça? Oui, c'est le service de la dette en pourcentage du PIB. Donc, S, service, D, ET, qui est la dette sur PIB. Ok, mais après, juste, il y a écrit SP, SD, alors ET, c'est ça? Oui, c'est un D aussi, service de dette. Vous parlez de où je vais mettre la flèche, là, ici? Ouais, c'est ça. Oui, c'est un D. Ok, et après, c'est un E et un T. Oui. Ok, et juste au-dessus, à 2005 aussi, c'est R et D, c'est ça? RD aussi. Ok, merci.